Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous accueillir sur ma chaîne YouTube avec un concept de vidéo qui j'espère va vous plaire. Je me présente, je m'appelle Estelle, j'ai 26 ans et je suis astrologue professionnelle. Je fais notamment donc des études de thèmes de naissance que j'adore relier à des disciplines que j'apprécie énormément à l'image de la psychanalyse jungienne et de la mythologie. Le but aujourd'hui dans cette série de vidéos, c'est vraiment de pouvoir vous donner des références astrologiques, des illustrations concrètes d'archétypes astrologiques. Et donc, dans ces séries, je vais revenir à chaque fois sur des films que j'ai pu visionner, qui m'ont beaucoup plu, que j'ai envie de partager avec vous, et je vais les mettre en lien avec des signes astrologiques, des archétypes donc, et je vais revenir après en détail sur les thèmes astrologiques des acteurs ou des actrices qui m'ont marqué dans ces films. Je vous invite à bien vous installer confortablement, à prendre de quoi boire, de quoi manger. L'analyse va commencer. Je vous présente Bella. Bella, je te présente Monsieur McCandles. Bonjour, Bella. Oh! Et pour commencer cette série, on va venir étudier le film Pauvre créature de Yorgos Lanthimos, sorti en 2023, qui pour moi fut une réelle révélation. Avant d'aller plus loin dans l'analyse, je tiens à vous préciser que je risque de faire quand même beaucoup de spoil dans cette vidéo. C'est un peu difficile pour moi de vous parler d'un archétype astrologique dans le détail sans pouvoir revenir sur des scènes spécifiques qui illustrent cet archétype. Donc si vous n'avez pas vu le film, je vous invite vivement à le regarder avant de regarder cette vidéo, même si je pense que cette vidéo YouTube ne vous dévoilera clairement pas énormément des détails du film. Voilà, je pense que ça ne vous gâchera pas votre plaisir en regardant pour la première fois Pauvre créature, mais je tenais quand même à vous prévenir. Alors pourquoi j'ai voulu commencer par l'étude de Pauvre créature? Tout simplement parce que c'est un film que j'apprécie, mais également parce qu'il a quand même secoué l'industrie du cinéma, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il a été autant récompensé à travers typiquement les Oscars, les Golden Globes, etc. Donc aujourd'hui, on va revenir en détail sur ce film et on va commencer déjà par le synopsis. Une fois de plus, attention au spoil. Le film raconte l'histoire d'une femme, Bella Baxter, incarnée par Emma Stone, qui a tenté de se suicider et dont le corps a été récupéré par un médecin prénommé Godwin Baxter, qui est très excentrique, relativement brillant, mais qui a eu l'idée loufoque de récupérer le cerveau du bébé qui se trouvait dans l'utérus de Bella Baxter pour l'incorporer dans le corps de Bella Baxter. Alors cette situation va donner naissance à un scénario complètement rocambolesque, étant donné qu'on va assister à l'évolution d'une femme, Bella Baxter, qui en réalité a l'âge mental d'un nourrisson. Et donc au début du film, on la voit vraiment adopter des comportements complètement déroutants, avec une certaine forme de naïveté infantile, et puis tout au long du film, on la voit petit à petit se construire, développer une personnalité haute en couleurs qui est très intéressante. Ce qui est quand même remarquable, c'est qu'on assiste quand même à l'expression d'une personnalité qui est dépourvue de conditionnements sociaux, notamment ceux appliqués aux femmes. Et c'est en cela que ce film est profondément féministe. Grâce au personnage de Bella Baxter, on se rend compte de ce qu'une femme libre, dépourvue de normes, peut représenter. Comment est-ce qu'elle peut agir, comment est-ce qu'elle peut expérimenter, vivre en toute liberté, en toute indépendance dans ce monde. Bella Baxter commence du coup de nulle part, elle n'a aucune base, elle se construit au fur et à mesure et elle va développer une soif inébranlable de connaissances, de savoir. Elle a envie d'apprendre, de découvrir le monde. Et dans le film, elle va pouvoir faire la rencontre d'un avocat absolument horrible, cynique au possible et manipulateur, qui s'appelle Duncan Wedderburn et qui est incarné par l'acteur Mark Ruffalo. Et donc à travers ce voyage autour du monde, elle va pouvoir expérimenter la vie sous toutes ses facettes, notamment les plus sombres, et découvrir toutes les nuances de l'humanité. Et donc ce film qui questionne les normes sociales est vraiment un équilibre parfait entre étrangeté, cruauté, beauté, laideur. C'est hyper intéressant et ça se retrouve d'ailleurs dans le traitement des décors typiquement. Je les trouve absolument somptueux, que ce soit les costumes, la bande sonore qui est tout aussi déroutante qu'intéressante à analyser. Enfin,
Tout dans le film est à la fois beau et créé pour vous mettre mal à l'aise. Vous avez des chimères qui par exemple sont créées via la chirurgie, un peu à la manière de Frankenstein, hein. Vous avez ces têtes de chiens greffées à des corps d'oiseaux. Vous avez ce visage complètement difforme du docteur Godwin, Baxter. Et vous avez également cette bande sonore qui est très dérangeante, une fois de plus, qui met mal à l'aise, cette manière de filmer avec un fisheye qui est déconcertante, qu'on retrouve pas forcément énormément dans le cinéma. Voilà, vous avez vraiment un travail esthétique, artistique, global dans ce film qui est absolument incroyable. Et en ce sens, je ne peux que vous conseiller de le voir. Et on va rentrer un petit peu plus en détail dans les autres thématiques abordées au global dans ce film. Donc une fois de plus, Pauvre créature va aborder plusieurs thématiques, à l'image du patriarcat, du féminisme, de la condition humaine et de la quête de liberté. Mais les thèmes abordés vont beaucoup plus loin, et c'est ce qui m'a quand même sauté aux yeux en regardant le film, notamment la transformation, la métamorphose de l'être par le corps. Alors déjà, dans un premier temps, moi, le rapport à la chirurgie qui émane de ce film m'a quand même complètement fascinée. Déjà, quand vous regardez le contexte, ce que je vous ai expliqué précédemment, on est sur une femme qui revient à la vie par une opération chirurgicale. On lui a greffé un cerveau de bébé dans un corps de femme. Enfin, c'est quand même pas anodin, et c'est de cette transformation chirurgicale que va naître cet individu. Et là, d'ores et déjà, je tiens à faire un rapprochement avec l'astrologie. Quand vous pensez à la chirurgie dans un thème de naissance, vous regardez Pluton. Pluton, c'est la planète de la transformation, de la mort symbolique, mais également de la renaissance. Et donc, c'est quand même pas anodin. Voilà, je trouve que cette thématique déjà rentre bien dans l'archétype du Scorpion. Ensuite, on a, si on revient aux thématiques du film, la transformation de l'être, de l'individu, par la sexualité. Bon, très clairement, dans le film, si vous l'avez vu, il n'y a pas de surprise sur ce point-là, on est tous d'accord pour se dire que Bella a expérimenté tout ce qu'il y avait à voir dans le domaine de la sexualité. On parle à la fois de masturbation, de viol, mais également de prostitution et d'actes sexuels tout à fait consentis. Le film nous montre toutes les facettes de la sexualité, qu'elles soient sombres et lumineuses, mais une fois de plus, on voit que Bella Baxter arrive à se transformer en tant qu'individu en expérimentant librement son corps à travers les expériences sexuelles. Et c'est justement ce de quoi nous parle le Scorpion. Le Scorpion, c'est le 8e signe du zodiaque qui, au-delà de la chirurgie dont je viens de vous parler précédemment, nous parle également de cette transformation notamment reliée à la sexualité, de cette intimité profonde. Et donc, pour moi, on est complètement dans la représentation de la sexualité qu'on retrouve dans ce film. On comprend que l'être, symboliquement, utilise l'acte sexuel. Donc c'est vraiment la réunion, une fois de plus, du sperme, des ovules, qui amène à créer cette nouvelle entité et à symboliquement renaître. L'acte, dans ce cas-là, est un acte de renaissance. Et c'est très représentatif de l'archétype du Scorpion. Parmi les autres thématiques, on retrouve bien évidemment les jeux de pouvoir et de manipulation, qui là aussi sont quand même très représentatifs de l'archétype du Scorpion. Mais alors, ce qui est quand même très drôle dans ce film, je trouve, c'est que, une fois de plus, Bella Baxter, elle est dépourvue de conditionnements sociaux, elle est dépourvue de normes, elle arrive à s'exprimer librement, à interagir avec toutes ces facettes très sombres, en dehors des normes, que personne ne veut voir. Elle arrive à y accéder très librement, à expérimenter très facilement, et ça peut être particulièrement déroutant pour les gens en face d'elle. Et justement, elle incarne une certaine facette du Scorpion que je trouve intéressante. À savoir que tout le côté manipulation, jeu de pouvoir, bon, ça c'est ce qu'elle va découvrir dans son cheminement. C'est pas forcément elle qui l'incarne à proprement parler, puisqu'elle est dépourvue de normes sociales. Par contre, ce qui est quand même assez intéressant, c'est de mettre ça en lien avec le Scorpion. Le Scorpion, on le relie souvent justement à ces jeux de manipulation, ces jeux de pouvoir. C'est un signe qui adore avoir quand même la main prise sur les situations et sur les gens. Mais là, dans le cas de Bella, ce qui ressort, c'est plus le côté Scorpion qui est criant de vérité. Elle va vraiment interagir avec le monde avec sincérité. Et ça va vraiment s'exprimer dans des extrêmes particulièrement marqués. Bella Baxter, au global, soit elle aime, soit elle déteste, soit elle désire, soit elle rejette. Mais il y a quelque chose de criant de vérité. Elle est très honnête, elle est très sincère dans sa manière d'exprimer les choses. C'est une femme qui, en réalité, même si elle semble découper des émotions, mais au premier abord, mais en fait c'est plus du
dû au fait qu'elle est dépourvue de normes sociales, de conditionnements sociaux. En réalité, elle montre quand même l'étendue de sa sensibilité. Et je trouve que ça ressort notamment énormément dans cette scène où justement elle est au restaurant avec ce nouvel ami dont j'ai oublié le nom, mais qui l'amène à découvrir la condition humaine difficile des personnes qui n'ont pas d'argent, qui vivent dans la pauvreté. Voilà, je trouve que cette sensibilité-là chez Bella Baxter ressort à un moment donné, et justement c'est quelque chose qui l'attriste, qui l'atteint énormément. Et du coup, en parlant justement de cette condition humaine difficile, on peut vraiment mettre ça en lien avec la capacité qu'a le Scorpion à se connecter justement à des parts de l'inconscient, qu'ils soient personnels ou collectifs, des parts de l'inconscient qui sont difficiles à mettre en lumière, des zones d'ombre que peu de personnes veulent voir. Le Scorpion, il a cette capacité à aller dans les profondeurs, à se confronter à l'obscurité que les gens préfèrent ignorer. Et pourtant, c'est une obscurité qu'il est nécessaire de voir pour pouvoir évoluer en conscience, pour pouvoir justement apprivoiser ces ombres. Et pour moi, une fois de plus, c'est vraiment quelque chose qui ressort du personnage de Bella Baxter. Elle n'a pas peur de se confronter à l'ombre. Elle n'a pas peur, ça aussi, le côté sang-froid, c'est très représentatif du Scorpion. Une fois de plus, dans le film, Bella Baxter n'a absolument pas peur de se confronter à des situations violentes, qui sont effrayantes, qui sont en plein dans les jeux de pouvoir. Elle y va avec un courage et un détachement que peu de personnes pourraient réellement incarner. Et en cela, je trouve que le film est incroyablement bien représentatif de l'archétype du Scorpion. Je vous parlais aussi du côté magnétique de ce signe que l'on retrouve énormément dans ce personnage, puisqu'elle a cette capacité à attirer les hommes à elle malgré elle. Le Scorpion, c'est le secret, c'est le mystère, donc forcément il y a cette aura magnétique qui émane de cet archétype-là. Et ce qui le rend aussi d'autant plus impressionnant, c'est cette détermination. On est sur un signe fixe qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va. Et d'ailleurs, à titre d'exemple, je tiens à citer quand même Lena Mafouf, qui est Scorpion ascendant Scorpion, et qui est très représentative dans son parcours d'une personne qui justement est déterminée à atteindre ses objectifs. Alors bien évidemment, il y a quand même des propos à nuancer dans ce que je dis, étant donné que Lena Mafouf a un Mars en Capricorne, qui donc justement favorise cette persévérance, ses objectifs à long terme bien exécutés, voilà. Et étant donné que Mars est le maître traditionnel de son ascendant Scorpion, ça favorise également la mise en place de ses objectifs. Mais donc, une fois de plus, le Scorpion incarne cette capacité de résilience. À travers les épreuves, il grandit, il se transforme et renaît de ses cendres comme un phénix. Et en ce sens, il inspire les autres à en faire de même. Le Scorpion a beaucoup à nous apprendre. Et je sais que c'est un signe qui peut faire peur à beaucoup de personnes parce que justement, ils peuvent être impressionnants. Ils ont cette capacité à sonder l'âme des gens qui se trouvent en face d'eux. Ça peut être particulièrement déroutant. Et pourtant, c'est vraiment un signe qui a beaucoup à nous apporter, a beaucoup à nous apprendre. Et dans le fond, sous cette carapace, au-delà de cette protection qu'ils peuvent souvent mettre en place, cette forme de détachement pour se protéger, ce sont quand même des personnes très sensibles. Une fois de plus, pour appuyer mon propos, le Scorpion, c'est un signe de profondeur. Il est particulièrement loyal à ceux à qui il décide de donner sa confiance, et c'est un signe qui, une fois de plus, qui dit profondeur, dit connexion profonde avec les gens. Et justement, comment on se connecte avec les gens en profondeur? En faisant preuve de vulnérabilité. Le Scorpion peut avoir du mal au premier abord à montrer cette sensibilité, et pourtant ça fait bien partie de lui. Le Scorpion reste un signe d'eau malgré tout. Donc si jamais vous avez des amis Scorpions, des connaissances Scorpions, je vous conseille vivement de ne pas les trahir, sinon vous saurez vous en souvenir. Le Scorpion, c'est aussi le signe de la vengeance, donc voilà, bon courage. Et puis voilà, une fois de plus, pour terminer mon propos, c'est quand même de l'ombre, de l'obscurité que naît la lumière. Donc les Scorpions sont essentiels et je vous invite à développer cette part de Scorpion en vous. Alors bien évidemment, je ne vous dis pas de reproduire le schéma de Bella Baxter, mais commencez par vous approprier vos ombres, faire un travail justement sur votre inconscient, peut-être une très bonne ouverture à votre cheminement personnel. Et alors du coup, maintenant que je vous ai dit tout ça sur le film, ce que ça représente vis-à-vis de l'archétype du Scorpion, vous vous doutez bien que je me suis dit qu'est-ce qui dans le thème de Emma Stone l'a amené à se diriger vers ce type de rôle? Parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même assez paradoxal. Emma Stone, elle disait il y a quelques années qu'elle ne voulait pas faire par exemple de scènes de nu. Au final, dans ce film, elle ne fait pratiquement que ça. Elle-même, dans ses retours d'interview, elle dit que c'est le personnage qui l'a la plus marqué. Donc je me dis, c'est qu'il y a quelque chose qui doit résonner en elle malgré tout.
Donc j'avais vraiment envie d'aller voir son thème astrologique et justement je vais vous présenter mes petites trouvailles, c'est hyper intéressant. Donc Emma Stone est Scorpion ascendant Lion avec une lune en Balance. Il y a plusieurs éléments qui me sautent aux yeux. Alors déjà, moi, ce que je vois en premier lieu, c'est quand même ce soleil en Scorpion qui est conjoint à Pluton en Scorpion en maison 3. Bon, depuis tout à l'heure, je vous parle de l'archétype du Scorpion. Chez elle, il est relativement puissant. Déjà, un soleil en Scorpion, c'est pas mal, mais quand vous le mettez en conjonction à 2 degrés près à Pluton, on est sur une force scorpionique très marquée, vous voyez? Donc bon, déjà, je trouve que en ce sens, le rôle est très cohérent avec cet aspect-là de son thème. Et puis quand on va un petit peu plus en profondeur, on se rend compte quand même que ce soleil et Pluton se positionnent dans la maison 3, la maison de l'expression, de la communication. Donc il y a, une fois de plus, cette capacité à se transformer dans le cadre, pourquoi pas, justement, de compétences qui nécessitent de la communication, de l'expression, de la mise en scène, pourquoi pas. La maison 3, pour moi, elle peut aussi correspondre à ça. Alors, la mise en scène, moi, je la mets surtout en avant par les placements qu'on retrouve dans sa maison 5, qui correspond là plus à l'expression personnelle, peut-être davantage sur le devant de la scène, mais aussi du fait que son soleil, c'est sa planète maîtresse, étant donné qu'elle est ascendant Lion, donc le luminaire qui dépend du Lion, c'est le soleil. Donc vraiment, sa personnalité, l'identité avec laquelle elle se présente au monde, est teintée justement de cette énergie scorpionique qui a même de pouvoir se transformer facilement, notamment pour communiquer, pour s'exprimer, et de façon artistique, avec l'ascendant Lion. Le Lion, c'est le signe de la créativité, c'est le signe de l'expression personnelle. Donc pour moi déjà, elle est quand même relativement bien alignée à ces énergies. Et donc on comprend mieux comment est-ce qu'Emma Stone a pu interpréter des rôles d'acteurs aussi différents les uns des autres. Une fois de plus, dans La La Land, elle est plutôt dans une énergie remplie de féminité, très girly, et puis dans d'autres films, on la voit incarner une toxico. Là, dans Pauvre créature, on est sur un personnage encore très différent, qui en plus de ça est complètement fictif. Enfin, elle arrive à se créer des personnages qui n'existent même pas. Et donc là, il n'y a même pas de place au copier-coller comme ce que je peux penser par exemple du signe du Gémeaux, qui lui aura tendance à regarder, observer une situation pour la copier-coller. Là, avec le Scorpion, on est sur une imprégnation des énergies qui est d'un autre niveau. Donc moi, je comprends déjà à travers ces points-là qu'il y a cette capacité-là qui nourrit bien, en tout cas, ces jeux d'actrice. Ensuite, on a cette lune et Vénus qui se trouvent positionnés en Balance. Donc la lune, pour rappel, c'est le luminaire qui nous parle de nos besoins émotionnels. Et donc là, placée en Balance, alors de manière générale, ça pourrait nous donner des indications sur une personne qui aime que ses relations proches soient équilibrées, soient harmonieuses, que tout le monde soit content, se sente bien, qu'il n'y ait pas de tension dans le cadre intime. Mais si là, on se concentre plus sur l'aspect artistique, parce que c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo, la lune en Balance, elle a besoin peut-être justement de se connecter à une forme d'art, à une forme d'esthétique très importante. Surtout que là, la lune est conjointe à Vénus en Balance, qui là, elle-même est dans son domicile. Donc le besoin de s'exprimer émotionnellement à travers l'art est particulièrement prenant. Mais alors ce qui est quand même intéressant, c'est que tout cet amas-là de la Lune et de Vénus en Balance est en opposition à ce positionnement de Mars en Bélier en maison 8, qui lui est complètement sous stéroïde. Donc Vénus, la Lune, on est sur des énergies féminines, et puis Mars, on est sur une énergie masculine sous stéroïde. Bon, ça donne quand même des polarités très marquées, qui peuvent s'équilibrer, mais qui peuvent créer quand même beaucoup de tension au départ, parce que la Balance a horreur du conflit, elle aime l'harmonie, l'équilibre, alors que le Bélier, clairement, agit avant de réfléchir. Il est dans l'action, il n'a pas peur de se confronter aux difficultés, il fonce tête baissée. Donc vous voyez, on n'est pas du tout sur les mêmes dynamiques et ça peut créer justement des conflits internes assez compliqués. D'ailleurs au passage, alors déjà Mars en maison 8, on est sur un placement très puissant, Mars en Bélier en plus, enfin voilà. C'est une énergie absolument énorme qui doit trouver un exutoire à un moment donné. Si vous avez ces placements, je vous invite vivement à faire
faire beaucoup de sport quand même pour extérioriser ça, sinon ça risque d'être un peu compliqué. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit très bien que cette opposition, elle se rejoint avec Saturne et Uranus en maison 5, et Neptune d'ailleurs. Il y a cet apex qui permet justement d'équilibrer ces polarités. Et la maison 5, une fois de plus, on en revient toujours à la même chose, c'est la maison de l'expression artistique, c'est la maison du loisir, c'est la maison de l'expression personnelle, de la créativité. Et donc, il y a possibilité justement ici de canaliser ces oppositions en soi à travers justement cette pratique artistique, créative. Ça aurait pu être à travers les loisirs aussi. Je ne connais pas la vie personnelle d'Emma Stone comme vous vous en doutez, je ne suis pas son amie. Et puis, quand on regarde la maison 5, on voit quand même qu'il y a Neptune en Capricorne, donc cette capacité d'incarner concrètement dans la matière des idéaux, des inspirations artistiques, ça c'est pas mal. On a également Uranus et Saturne qui se trouvent en, il me semble, alors là on est en Sagittaire, mais du coup il y a cette volonté aussi peut-être de travailler de façon, surtout en deuxième partie de vie, mais d'être très persévérante dans son travail, dans son approche créative. Pourquoi pas de favoriser des rôles qui soient originaux, des rôles qui changent de ce que l'on peut trouver habituellement. Bon, c'est très représentatif de pauvres créatures une fois de plus. Et puis quand on va un petit peu plus loin dans l'analyse du thème d'Emma Stone, on voit bien ce milieu du ciel qui correspond à la position sociale, à la carrière, à la vocation, qui est en Taureau. Le Taureau qui est un signe vénusien, qui donc pourra se plaire éventuellement dans des activités en lien avec l'art, mais surtout avec des activités qui justement nourrissent l'état de persévérance, d'endurance, que représente assez bien le Taureau. Et donc, Emma Stone avec un milieu du ciel en Taureau et dont le maître du milieu du ciel est Vénus en Balance, conjoint à la Lune en Balance, bon pour moi c'est vraiment assez représentatif d'une carrière qui est tournée vers l'art et qui se construit vraiment de façon endurante à travers le temps. On n'est pas sur une personne qui d'un coup va être une actrice populaire et disparaître du jour au lendemain. Pour moi on est sur quelqu'un qui s'inscrit dans la durée. Et puis aussi, on notera bien évidemment la présence de Jupiter en maison 10 en Gémeaux, Gémeaux qui est le signe de la communication, de l'expression, et justement dans la maison 10. Donc il y a ce placement qui favorise l'expression via la communication. Donc c'est plutôt pratique quand on est actrice. Et ça peut aussi apporter beaucoup de chance, beaucoup de reconnaissance. Jupiter est une planète bienfaitrice par nature, et donc la positionner en maison 10, ça peut justement venir nourrir toutes ces récompenses qu'elle a déjà pu recevoir pour ses différents rôles, à la fois dans La La Land, Pauvre créature et ses autres films. Donc vous voyez, entre cette énergie rayonnante, prête à briller sur scène de l'ascendant Lion, cette sensibilité artistique accrue avec cette lune conjointe Vénus en Balance et cette capacité de transformation innée avec tous ces placements justement en Scorpion dont le Soleil et Pluton, on est vraiment face à un profil qui était idéal pour de l'acting. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si jamais vous avez des suggestions d'acteurs ou de films que vous voulez que j'étudie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai très heureuse de vous lire. Et si vous avez envie de commander une analyse de thème de naissance avec moi, n'hésitez pas à regarder mes informations en barre de description. Vous aurez accès à mon site internet pour prendre rendez-vous en visio avec moi pour qu'on puisse faire ensemble l'étude de votre thème de naissance. Voilà, d'ici la prochaine, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao!